Ce qui rend l'affaire encore plus insupportable, c'est que les chercheurs savent exactement ce qu'ils font. Ils envoient même des lettres pour empêcher les participants d'accéder à des traitements. C'est l'histoire d'un plan audacieux, presque inconcevable, que j'ai découvert en lisant des documents déclassifiés de la guerre froide. Tout remonte à 1962, en pleine tension entre les États-Unis et Cuba. L'administration américaine cherchait désespérément à se débarrasser de Fidel Castro, considéré comme une menace communiste en plein cœur des Caraïbes. À cette époque, le Pentagone et la CIA étaient prêts à tout, même à tromper leur propre peuple. C'est là qu'entre en scène l'opération Northwood. Imaginez un instant une salle de réunion plongée dans la pénombre, les plus hauts gradés de l'armée et les responsables de la CIA réunis autour d'une table. Tous les regards étaient tournés vers un dossier épais, marqué d'un tampon rouge, top secret. Le projet qui y était décrit était simple, mais radical. Il s'agissait de simuler des attaques terroristes sur des civils américains, pour faire accuser le régime castriste. Les stratagèmes allaient du détournement d'avions à des explosions ciblées dans des villes américaines. Ils pensaient même à attaquer des navires de guerre américains pour rappeler l'incident du Maine de 1898 qui avait déclenché la guerre hispano-américaine. L'idée était de susciter un sentiment de colère et de peur au sein de la population, afin de justifier une intervention militaire. L'un des scénarios prévoyait de faire exploser un avion rempli de passagers américains fictifs, créant ainsi un faux incident international. Un autre plan consistait à organiser des attaques contre des bases militaires, tout en maquillant ces actes pour qu'ils paraissent orchestrés par des saboteurs cubains. C'est effrayant de penser à quel point tout cela était réfléchi dans les moindres détails, du recrutement de « figurants » pour simuler des blessés, jusqu'à la rédaction des articles de presse qui devaient être diffusés. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est que ces propositions ont traversé les bureaux de plusieurs hauts responsables de l'armée et du renseignement, sans être immédiatement rejetées. Quand les documents ont été présentés au président Kennedy, il était furieux. Le président, malgré son propre engagement dans une politique musclée contre le communisme, a été choqué par l'ampleur des plans proposés. Il a rejeté l'opération Northwood en bloc. La plupart des gens n'ont jamais entendu parler de cette histoire jusqu'à ce qu'elle soit rendue publique en 1997, lorsque les archives ont été déclassifiées. C'est dingue de se dire que des officiers de haut rang ont pu sérieusement envisager de commettre des actes terroristes contre leur propre peuple. Cela nous rappelle à quel point le pouvoir peut déformer la réalité et justifier des actions impensables. Je me souviens la première fois que j'ai lu un article sur l'opération Paperclip, je me suis dit que ça ne pouvait pas être vrai. Ça sonnait comme une théorie du complot, et pourtant, c'est une vérité historique dérangeante. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis avaient un problème à gérer, les scientifiques nazis. Imaginez une équipe de génies en technologie de pointe, ayant conçu des missiles, des armes chimiques et biologiques, et même des projets spatiaux révolutionnaires. D'un côté, ces hommes représentaient un trésor scientifique, de l'autre, beaucoup étaient compromis par leur passé. En 1945, les troupes américaines approchaient de Berlin, et à mesure qu'elles avançaient, elles ont découvert des laboratoires secrets, des installations de fusées et des documents stratégiques. L'Union soviétique, de son côté, n'était pas loin. Et là, c'est devenu une véritable course pour récupérer ces esprits brillants avant les Russes. Pour ce faire, la stratégie américaine a pris une tournure assez cynique, intégrer ces scientifiques dans l'armée américaine, malgré leurs affiliations passées avec le régime nazi. Officiellement, l'opération Paperclip visait à éviter que ces experts ne tombent entre les mains des soviétiques. Mais en réalité, il s'agissait surtout de les utiliser pour des projets militaires américains. Prenez l'exemple de Werner von Braun, un ingénieur allemand brillant. Il était derrière le développement des fusées V2, utilisées pour bombarder Londres et d'autres villes européennes. À la fin de la guerre, au lieu d'être jugé, il a été discrètement emmené aux États-Unis où il a poursuivi sa carrière de pionnier de l'aérospatiale. Finalement, il a joué un rôle central dans la conquête spatiale américaine et le programme Apollo. Là où ça devient vraiment troublant, c'est quand on creuse un peu plus. Certains de ces scientifiques avaient été directement impliqués dans des atrocités nazies. Des expériences sur des prisonniers, des tortures psychologiques et des conditions de travail inhumaines, tout cela avait été documenté.
Mais les États-Unis ont effacé ces détails gênants pour faire venir ces hommes sous un nouveau jour. Une grande partie de la population ignorait complètement ce qui se passait, et le gouvernement a tout fait pour minimiser l'implication de ces scientifiques dans les crimes nazis. Pour beaucoup, ces hommes étaient de simples chercheurs travaillant à l'avancée technologique. Mais pour d'autres, les cicatrices du passé restaient béantes. Les révélations sur cette opération n'ont vraiment émergé que des décennies plus tard, lorsque des documents déclassifiés ont révélé l'ampleur des mensonges et des manipulations. Aujourd'hui encore, l'opération Paperclip reste un sujet controversé, car elle pose la question de savoir jusqu'où un pays est prêt à aller pour obtenir un avantage stratégique. Personnellement, cela m'a rappelé que l'histoire est bien plus complexe que ce que l'on croit, et que parfois, les décisions morales sont mises de côté au nom de la sécurité nationale. Parlons maintenant de quelque chose que j'ai trouvé profondément troublant. Imaginez-vous dans l'Amérique des années 1950. L'époque est marquée par l'expansion du communisme et une paranoïa galopante sur la sécurité nationale. C'est là que la CIA entre en scène avec l'un de ses projets les plus sombres, MKUltra. J'ai découvert ce programme en lisant des témoignages et des articles déclassifiés. Ça m'a tout simplement retourné l'estomac. MKUltra n'avait rien d'une simple expérience de laboratoire. La CIA voulait découvrir si elle pouvait contrôler l'esprit des gens, littéralement. Leur obsession ? Développer des techniques pour manipuler les pensées, influencer les comportements, et pourquoi pas, créer des agents dormants. Tout a commencé avec des expériences sur des soldats et des patients psychiatriques, mais très vite, le programme s'est étendu à des civils, souvent à leur insu. L'arme de choix ? Des drogues hallucinogènes, comme le LSD. La CIA pensait que sous l'effet de drogue, les barrières mentales tomberaient, permettant ainsi d'extraire des secrets ou d'implanter des idées. Un jour, en 1953, l'un des scientifiques de la CIA, Frank Olson, a été drogué sans le savoir lors d'une réunion. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ses collègues voulaient observer ses réactions. Ce fut un choc pour lui, il a perdu pied et, quelques jours plus tard, il a été retrouvé mort après avoir sauté, ou été poussé, selon certains, par la fenêtre de son hôtel. Officiellement, on a parlé de suicide, mais des années plus tard, des doutes ont été soulevés sur la véracité de cette version. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est que des centaines de personnes ont été soumises à ces expériences. Des prisonniers ont été forcés de prendre du LSD à haute dose pendant des semaines. D'autres ont subi des séances d'hypnose, de privation sensorielle et des traitements par électrochoc sans consentement. Des vies ont été brisées, et certaines personnes ont perdu la raison à cause de ces expérimentations. Des gens ordinaires, souvent les plus vulnérables, ont été utilisés comme cobayes. Quand le scandale a éclaté dans les années 70, après une enquête menée par le Congrès, la CIA a détruit la majorité des documents relatifs à MKUltra. Les détails qui ont filtré étaient déjà effrayants, mais on ne saura jamais tout ce qui s'est passé derrière ces portes closes. Pour moi, cette histoire est un rappel glaçant de ce que des agences peuvent faire lorsqu'elles opèrent en toute impunité, sous le prétexte de la sécurité nationale. C'est devenu un symbole des abus de pouvoir et des horreurs cachées derrière les services de renseignement. Je discutais avec un ami passionné d'histoire l'autre jour, et il m'a parlé d'une opération que je connaissais à peine de nom, l'opération Cyclone. Ce programme, lancé par la CIA dans les années 1980, avait pour but de soutenir les moudjahidines afghans dans leur lutte contre l'invasion soviétique. Et quand j'ai commencé à me renseigner dessus, j'ai été frappé par l'ampleur et les conséquences imprévues de cette opération secrète. C'est une de ces histoires où l'on se dit que les intentions de départ, aussi stratégiques soient-elles, peuvent finir par créer un véritable monstre. En 1979, l'Union soviétique décide d'intervenir militairement en Afghanistan pour soutenir le régime communiste afghan en difficulté. Pour les États-Unis, c'était l'occasion rêvée de frapper un grand coup dans le contexte de la guerre froide. L'idée était simple, transformer l'Afghanistan en un Vietnam pour les soviétiques, en les entraînant dans une guerre interminable et coûteuse. C'est là qu'intervient l'opération Cyclone. Les Américains ont décidé de financer et d'armer les moudjahidines, ces combattants afghans islamistes qui résistaient à l'occupation soviétique. L'opération, qui a débuté modestement sous l'administration Carter, a pris une toute autre ampleur sous Reagan.
On parle de milliards de dollars investis pour fournir des armes, de l'équipement, et même de la formation militaire. Les États-Unis ont collaboré avec le Pakistan pour faire passer les armes à travers la frontière, notamment des missiles Stinger, qui allaient permettre aux Moudjahidines de contrer l'aviation soviétique. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est de voir comment les alliances de circonstances peuvent parfois se retourner contre leurs créateurs. Dans les camps d'entraînement financés par la CIA, des combattants du monde entier affluaient pour rejoindre la cause, y compris un certain Oussama Ben Laden, qui allait plus tard jouer un rôle clé dans la montée en puissance d'Al-Qaïda. Les Moudjahidines étaient présentés comme des héros de la liberté luttant contre l'oppression communiste, mais personne ne semblait se préoccuper des conséquences à long terme. Au début des années 80, les résultats étaient impressionnants, les soviétiques, incapables de prendre le dessus, s'enlisaient dans un conflit sans fin. L'opération Cyclone a largement contribué à ce bourbier. Mais une fois les soviétiques partis en 1989, les États-Unis ont abandonné l'Afghanistan à son sort. Les Moudjahidines victorieux se sont alors retournés les uns contre les autres, plongeant le pays dans une guerre civile qui allait durer des années. Le plus ironique, c'est que ces mêmes groupes, autrefois armés et financés par la CIA, allaient devenir la matrice de mouvements terroristes mondiaux. L'Afghanistan, laissé à lui-même, s'est transformé en un terreau fertile pour les talibans, qui allaient prendre le pouvoir et instaurer un régime islamiste radical. Et lorsque les talibans ont donné refuge à Al-Qaïda, ce soutien américain des années 80 s'est retourné contre eux de la manière la plus tragique possible, avec les attentats du 11 septembre 2001. En discutant avec des amis, certains pensent que les États-Unis n'avaient pas d'autre choix à l'époque, et qu'ils ont simplement saisi une opportunité stratégique. D'autres voient dans l'opération Cyclone une illustration parfaite de l'expression « l'ennemi de mon ennemi est mon ami », sans jamais se demander si cet ami ne deviendrait pas un jour un ennemi bien plus redoutable. En tout cas, cette histoire montre bien que dans la géopolitique, les coups les plus brillants peuvent se transformer en catastrophes imprévues des décennies plus tard. Un véritable effet papillon, dont les conséquences continuent de se faire sentir aujourd'hui. Je ne peux pas m'empêcher de frissonner chaque fois que je pense à l'opération Gladio. Tout s'est déroulé en plein cœur de la guerre froide, dans l'Europe de l'après-guerre. Officiellement, l'idée derrière cette opération clandestine menée par l'OTAN était de maintenir une force secrète, un réseau de résistance au cas où les soviétiques envahiraient l'Europe de l'Ouest. Mais ce qui s'est réellement passé est beaucoup plus sinistre. C'est presque comme une histoire de film d'espionnage, sauf que c'était la réalité. Les années 50 et 60 étaient marquées par une paranoïa intense. Les puissances occidentales, en particulier les États-Unis et l'OTAN, étaient obsédées par la propagation du communisme. C'est dans ce contexte qu'a été mis en place Gladio, un réseau de cellules dormantes, composé de paramilitaires, d'anciens soldats, de résistants anticommunistes et même de criminels de guerre, dispersés à travers l'Europe. Leur mission était simple, se préparer à une insurrection en cas d'invasion soviétique. Mais avec le temps, cette mission a pris une toute autre tournure. En Italie, où l'influence communiste grandissait au sein de la politique nationale, Gladio s'est transformé en une force obscure impliquée dans des opérations visant à créer un climat de terreur. Il y a eu des attentats, des assassinats et des tentatives de coup d'État. Le but ? Accuser les groupes communistes de ces attaques pour influencer l'opinion publique et empêcher une prise de pouvoir de la gauche. On parle ici de la stratégie de l'attention. Les exemples les plus connus incluent l'attentat de la Piazza Fontana à Milan en 1969, où une bombe a tué 17 personnes et en a blessé des dizaines. Pendant longtemps, cet acte a été attribué à des anarchistes, mais des années plus tard, des enquêtes ont révélé l'implication probable de Gladio et des services secrets italiens. Le réseau a existé pendant des décennies, et personne n'en a vraiment parlé jusqu'à ce que le Premier ministre italien, Giulio Andreotti, confirme son existence en 1990. Les révélations ont été un choc énorme pour les Italiens et pour le reste de l'Europe. On se rendait compte que des gouvernements avaient non seulement toléré l'existence de ces cellules clandestines, mais qu'ils les avaient encouragés à mener des actions subversives contre leurs propres citoyens. Imaginez un instant, des attentats, des meurtres, des manipulations, tout cela pour maintenir un certain ordre politique et contrer le communisme. En discutant de cette histoire avec mes amis, beaucoup étaient dubitatifs. Comment ça a pu être possible sans que personne ne le sache, me demandait-on. La vérité,
c'est que ces opérations sont conçues pour rester dans l'ombre. Gladio était un réseau tellement secret que même au sein de l'OTAN, tous les membres n'étaient pas au courant de son existence ou de son véritable objectif. Ce qui est fascinant et effrayant, c'est de voir à quel point les gouvernements sont prêts à sacrifier des vies innocentes au nom de la sécurité et du pouvoir. Il y a quelques années, j'ai lu un article sur l'opération Fast and Furious, et ça m'a laissé perplexe. C'était une opération montée par le Bureau américain de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs, l'ATF, dans les années 2000. L'idée de départ semblait simple, laisser passer des armes de contrebande vers le Mexique pour suivre les réseaux de trafic jusqu'au cartel de la drogue. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu, et cette opération est rapidement devenue l'un des plus grands échecs du gouvernement américain en matière de lutte contre la criminalité transfrontalière. Le projet a été lancé en 2006, et l'ATF a décidé de surveiller de près la vente de milliers d'armes à feu, en particulier des fusils d'assaut, souvent achetés légalement aux États-Unis avant d'être illégalement transférés vers le Mexique. L'objectif de Fast and Furious était de suivre ces armes jusqu'au cartel et de remonter les filières pour identifier les principaux responsables. Cela devait permettre de frapper un grand coup contre les organisations criminelles mexicaines, responsables de violences et de trafic de drogue en masse. Cependant, les agents de l'ATF ont fait une grosse erreur, ils ont laissé passer trop d'armes, et n'ont pas réussi à maintenir une surveillance efficace. Des centaines de fusils ont franchi la frontière, et l'agence a perdu leurs traces. Au lieu de démanteler les cartels, ces armes ont fini par alimenter les violences au Mexique. Certains de ces fusils ont été utilisés dans des fusillades et des exécutions brutales, et ont contribué à un bain de sang à grande échelle. Le scandale a explosé en 2010, lorsqu'un agent de la patrouille frontalière américaine, Brian Terry, a été abattu avec l'une des armes issues de l'opération Fast and Furious. Cet incident a provoqué l'indignation de l'opinion publique et a conduit à une enquête fédérale. Des responsables de l'ATF ont été appelés à témoigner devant le Congrès, et les révélations sur l'ampleur des erreurs commises ont fait l'effet d'une bombe. Comment une agence fédérale avait-elle pu perdre le contrôle de milliers d'armes ? L'administration Obama s'est retrouvée en difficulté face aux critiques, et le procureur général de l'époque, Eric Holder, a été particulièrement visé. Le Congrès l'a accusé de ne pas avoir divulgué toutes les informations et d'avoir couvert les défaillances de l'ATF. L'affaire est devenue un champ de bataille politique, certains républicains y voyant une preuve de l'incompétence et de la mauvaise foi de l'administration démocrate. Finalement, l'opération a été considérée comme un échec cuisant, ayant causé des morts des deux côtés de la frontière sans pour autant affaiblir les cartels. Ce qui m'a le plus marqué dans cette histoire, c'est l'arrogance avec laquelle les autorités pensaient pouvoir manipuler un système aussi complexe que celui du trafic d'armes et de drogue entre les États-Unis et le Mexique. Ils ont cru qu'ils pouvaient suivre des milliers de fusils sans perdre le contrôle, mais ils ont sous-estimé l'ingéniosité et la brutalité des cartels mexicains. Au final, Fast and Furious est un exemple tragique de la manière dont des stratégies mal conçues peuvent se retourner contre leurs créateurs et causer encore plus de chaos. Il y a des moments dans l'histoire où les jeux de pouvoir entre grandes nations bouleversent des pays entiers, et l'opération Ajax en Iran est un de ces moments où tout bascule. Cette opération a eu lieu en 1953, orchestrée par la CIA avec l'aide du MI6 britannique, et elle a marqué un tournant dans les relations entre l'Occident et le Moyen-Orient. Ce qui me fascine dans cette histoire, c'est qu'elle montre comment une poignée d'hommes peut renverser un gouvernement légitime au nom de la géopolitique et de l'économie. À cette époque, l'Iran était dirigé par Mohammad Mossadegh, un premier ministre populaire qui avait osé nationaliser les champs pétroliers de son pays. Avant cette décision, le pétrole iranien était largement sous le contrôle des Britanniques, via l'Anglo-Iranian Oil Company, qui allait plus tard devenir BP. Mossadegh voulait que les bénéfices de cette ressource naturelle reviennent à l'Iran, pour améliorer les conditions de vie de son peuple. Mais évidemment, cela ne plaisait pas du tout aux Britanniques, ni aux Américains, qui craignaient que cette nationalisation ne donne des idées à d'autres pays. Face à cette menace économique, la CIA, dirigée par Kermit Roosevelt Jr., un parent de l'ancien président Theodore Roosevelt, a mis en place un plan pour renverser Mossadegh et replacer le Shah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi, au pouvoir avec des pleins pouvoirs. Le plan était à la fois simple et complexe, créer le chaos, semer la division et, surtout,
manipuler l'opinion publique iranienne. Ils ont commencé par organiser des manifestations pro-Shah, en recrutant des manifestants et des agitateurs locaux, payés pour déclencher des émeutes et des violences. L'un des aspects les plus troublants de cette opération est la manière dont la CIA a utilisé la désinformation. Des faux articles de presse ont été publiés, accusant Mossadegh de vouloir abolir la monarchie et instaurer une dictature communiste. Cela a effrayé une grande partie de la population et a provoqué des tensions dans l'armée, un des piliers de l'ordre en Iran. Pendant ce temps, des agents de la CIA ont corrompu des responsables iraniens clés et des officiers de l'armée pour qu'ils se retournent contre Mossadegh. Le 19 août 1953, les choses ont atteint un point critique. Des émeutiers ont envahi les rues de Téhéran, soutenus par des unités militaires loyales au Shah. Mossadegh a été contraint de se rendre et a été arrêté. Le Shah, qui s'était réfugié à l'étranger, est revenu en Iran en triomphateur, rétablissant une monarchie autoritaire avec l'aide directe des Américains. En échange de ce soutien, il a permis aux compagnies pétrolières occidentales de reprendre le contrôle des ressources pétrolières iraniennes. Mais ce n'est pas tout. Pour maintenir son pouvoir, le Shah a instauré un régime répressif, soutenu par une police secrète brutale, la SAVAK, formée et équipée par les États-Unis. Le ressentiment envers cette ingérence étrangère et la répression qui a suivi ont progressivement semé les graines de la révolution iranienne de 1979, qui a renversé le Shah et instauré une république islamique. L'opération Ajax a eu des conséquences à long terme, créant une méfiance durable entre l'Iran et l'Occident, et contribuant à l'émergence d'un régime anti-occidental. L'opération Ranchand est un chapitre terrible de la guerre du Vietnam, et un autre exemple de ce que des gouvernements sont capables de faire sous prétexte de stratégie militaire. Tout commence au début des années 1960, lorsque les États-Unis sont engagés dans ce conflit contre le Viet Cong. Les soldats américains luttaient contre une guérilla insaisissable qui se cachait dans la jungle dense du Vietnam, utilisant le couvert naturel comme une protection contre les troupes et les bombardements américains. C'est dans ce contexte que le gouvernement américain décide d'entreprendre une campagne de défoliation massive appelée « Opération Ranchand ». Le but était de détruire les ressources naturelles et les cultures qui pourraient aider les forces du Viet Cong, tout en privant les combattants de leur couverture forestière. L'arme de choix ? Un herbicide extrêmement puissant connu sous le nom d'agent orange, appelé ainsi à cause de la couleur des barils qui le contenaient. Les avions américains ont commencé à survoler la jungle vietnamienne, larguant des milliers de litres de ce produit chimique sur les forêts, les rizières et même les villages. En quelques années, environ 20% des forêts du sud du Vietnam ont été pulvérisées, laissant des paysages dévastés et des terres stériles. Les troupes américaines voyaient cela comme une tactique efficace pour débusquer les combattants ennemis, mais ce qu'elles ne réalisaient pas, c'est l'ampleur des conséquences à long terme. L'agent orange contenait une substance hautement toxique, la dioxine, qui s'est avérée être l'un des produits chimiques les plus nocifs jamais créés par l'homme. Ce poison n'affectait pas seulement la végétation, il s'infiltrait dans l'eau, les sols et les corps humains. Des milliers de civils vietnamiens ont été exposés à ces produits chimiques, ainsi que des milliers de soldats américains qui manipulaient ces substances sans réelle protection. Les effets ont été catastrophiques. De nombreuses personnes exposées à l'agent orange ont développé des cancers, des maladies de peau, des troubles nerveux, et surtout, les malformations congénitales chez les enfants nés après l'exposition se sont multipliées. Des générations entières de Vietnamiens sont nés avec des handicaps physiques ou mentaux à cause de la contamination par la dioxine. Les vétérans américains ont aussi été touchés, développant des maladies graves des années après leur retour chez eux, et nombre d'entre eux ont dû se battre pendant des décennies pour obtenir une reconnaissance et une compensation de la part du gouvernement américain. Le plus triste dans cette histoire, c'est que l'ampleur des conséquences n'a été pleinement reconnue que bien après la fin de la guerre. Pendant longtemps, le gouvernement américain a nié le lien entre l'agent orange et les maladies, attribuant les problèmes à d'autres causes. Ce n'est que sous la pression de nombreux vétérans, de chercheurs et d'organisations de défense des droits humains que des études ont été menées, révélant l'ampleur des dégâts. Ce qui me reste en tête, c'est la dévastation des paysages vietnamiens et les cicatrices profondes laissées sur des générations de civils innocents. Lorsque j'ai lu des témoignages de familles vietnamiennes, décrivant les souffrances de leurs enfants nés avec des handicaps sévères, ou les vétérans racontant leur lutte quotidienne contre des douleurs et des maladies,
j'ai réalisé à quel point les choix stratégiques d'une guerre peuvent laisser des séquelles irréparables. L'opération Ranchand est un exemple tragique des conséquences inattendues et dévastatrices de l'usage de la guerre chimique, un avertissement qui résonne encore aujourd'hui. L'opération Phoenix est l'une des pages les plus sombres de la guerre du Vietnam, une période où la CIA a mis en place un programme de contre-insurrection qui allait très vite se transformer en une campagne de terreur contre les civils. Lorsque j'ai découvert les détails de cette opération, ça m'a semblé incroyable à quel point la guerre peut faire perdre toute notion d'humanité. Tout commence en 1967. À cette époque, les États-Unis luttent pour contenir l'influence du Viet Cong, l'armée de guérilla communiste qui se fondait parmi la population locale. L'un des défis majeurs pour les Américains était de faire la différence entre les combattants et les simples paysans. C'est alors que la CIA décide de lancer l'opération Phoenix, avec un objectif clair, identifier, capturer ou éliminer les sympathisants et les membres des réseaux de soutien du Viet Cong. Le cœur du programme était basé sur un système de renseignements agressif. Les forces américaines, aidées par des unités sud-vietnamiennes, utilisaient des informateurs locaux, des déserteurs et des prisonniers pour obtenir des informations sur les membres présumés du Viet Cong. On promettait à certains des réductions de peine, des récompenses, ou même l'amnistie, en échange de noms. Mais très vite, la chasse aux sympathisants s'est transformée en une véritable traque aveugle. L'opération Phoenix, dirigée par la CIA avec l'aide de forces spéciales américaines et de la police sud-vietnamienne, a déployé des techniques brutales pour faire parler les suspects. Les méthodes incluaient la torture, la privation de sommeil, les coups, et même l'exécution sommaire des prisonniers. Les rumeurs de sévices atroces se sont répandues, alimentées par des témoignages de rescapés et de soldats désabusés. Mais pour les responsables, tout cela faisait partie de la guerre contre l'insurrection. Officiellement, l'opération Phoenix visait à « neutraliser » les membres du Viet Cong. Mais ce terme flou couvrait à la fois les arrestations, les détentions et les exécutions extrajudiciaires. Selon les chiffres officiels, près de 80 000 personnes ont été arrêtées au cours de l'opération et environ 26 000 auraient été tuées. Des historiens et des journalistes ont cependant dénoncé ces chiffres, affirmant que de nombreux civils innocents avaient été pris pour cible, souvent sur la base de simples rumeurs ou de vendettas locales. L'une des conséquences tragiques de ce programme, c'est que beaucoup de familles vietnamiennes ont vu leurs membres arrêtés, torturés ou tués sans véritable procès. Des communautés entières ont été dévastées par la peur des raids et des rafles. Les gens vivaient avec la terreur constante d'être accusés à tort d'appartenir au Viet Cong. Lorsque les médias américains ont commencé à s'intéresser à l'opération Phoenix, notamment après des témoignages de soldats américains qui dénonçaient les exactions commises, l'opinion publique a été choquée. Les images de la guerre au Vietnam, déjà marquées par des massacres comme celui de My Lai, étaient devenues insoutenables. Les révélations sur l'opération Phoenix ont ajouté une nouvelle couche de cruauté et de violence à ce conflit déjà très impopulaire. Les critiques se sont intensifiées, poussant le Congrès américain à mener des enquêtes. Lors de ces auditions, les responsables militaires et de la CIA ont minimisé l'ampleur des exactions, affirmant que l'opération visait uniquement les combattants ennemis. Mais les témoignages et les rapports de terrain disaient tout autre chose. L'opération Phoenix, censée être une stratégie de contre-insurrection intelligente, s'était transformée en une machine à tuer incontrôlée, laissant un sillage de peur et de violence. Quand j'ai découvert les détails de l'opération Condor, j'ai eu du mal à croire que cela ait vraiment pu se produire. C'était une période sombre en Amérique latine, pendant les années 1970 et 1980, et les dictatures militaires se sont unies sous la houlette d'un réseau secret, soutenu par la CIA, pour mener une campagne de terreur contre leurs opposants politiques. Le but était de traquer, de capturer, et d'éliminer tous ceux perçus comme une menace communiste ou subversive. Cette coalition réunissait principalement l'Argentine, le Chili, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay et la Bolivie, sous la coordination de services de renseignement très puissants. L'histoire commence au Chili, en 1973, avec le coup d'État d'Augusto Pinochet, soutenu par les États-Unis, qui renverse le président démocratiquement élu Salvador Allende. C'est là que l'idée d'unir les forces pour éradiquer l'ennemi commun a commencé à germer.
Les régimes militaires qui se multipliaient en Amérique latine partageaient une peur irrationnelle du communisme. L'opération Condor a donc été mise en place pour coordonner la répression et faire tomber les opposants en dehors même des frontières de chaque pays. Cela signifiait que si un militant argentin cherchait refuge au Brésil ou en Uruguay, il pouvait être traqué, arrêté, torturé ou tué, sans grande formalité. L'ampleur de l'opération était incroyable. Je me souviens avoir lu des rapports décrivant des échanges d'informations entre les dictatures, des listes de militants et d'intellectuels à neutraliser circulaient comme des tickets de cinéma. Les services de renseignement utilisaient des méthodes terrifiantes, enlèvements, tortures brutales, exécutions sommaires. Les prisons clandestines se multipliaient et, en quelques années, des milliers de personnes ont été portées disparues. Il y avait des gens de tout âge et de tout milieu, des étudiants, des professeurs, des ouvriers, des artistes et même des prêtres. Le cas de l'Argentine est l'un des plus poignants. La guerre sale menée par la junte militaire a vu la disparition de plus de 30 000 personnes, et de nombreuses mères et grands-mères se sont rassemblées sur la place de Mai à Buenos Aires pour exiger des réponses sur leurs enfants disparus. Ces femmes ont brandi les photos de leurs proches, mais les autorités ne leur ont donné que des mensonges ou du silence. Ce qui est profondément troublant, c'est que l'opération Condor n'était pas seulement l'affaire des gouvernements locaux. Les États-Unis, et particulièrement la CIA, étaient pleinement conscients de ce qui se passait, voire complices. Des documents déclassifiés ont montré que la CIA et d'autres agences américaines apportaient leur soutien technique, en fournissant des formations, des équipements de surveillance, et même des armes. Tout cela sous prétexte de lutter contre la menace communiste en pleine guerre froide. Quand les faits ont commencé à être dévoilés au grand jour dans les années 1990, après la chute de plusieurs régimes dictatoriaux, les révélations ont été accablantes. Les tribunaux argentins ont jugé certains des responsables militaires, mais pour beaucoup, justice n'a jamais été rendue. C'est l'un des plus grands exemples de terrorisme d'État, où des gouvernements ont conspiré entre eux pour éliminer leurs propres citoyens, tout cela au nom de la stabilité politique et de la sécurité. Pour moi, cette histoire est un rappel des horreurs qui peuvent naître de la peur et du pouvoir absolu. Si tu t'intéresses aux mouvements sociaux des années 60 et 70 aux États-Unis, il y a une histoire qu'il est impossible d'ignorer, le projet COINTELPRO. C'est probablement l'un des programmes les plus choquants et sinistres mis en place par le FBI, un exemple parfait de la manière dont un État peut utiliser sa puissance pour réprimer ses propres citoyens. Tout commence au milieu des années 50, à l'époque où J. Edgar Hoover, le patron du FBI, voyait des ennemis partout. Pour lui, les mouvements de défense des droits civiques, les activistes contre la guerre du Vietnam ou les groupes de gauche radicale représentaient tous une menace existentielle pour la société américaine. COINTELPRO, diminutif de Counter Intelligence Programme, avait un objectif clair: surveiller, infiltrer, discréditer et perturber les organisations et individus perçus comme subversifs. Mais la réalité allait bien au-delà de la simple surveillance. Sous la direction d'Hoover, le FBI a orchestré une véritable guerre secrète contre des citoyens américains. L'une des cibles principales de COINTELPRO était le mouvement des droits civiques et, en particulier, Martin Luther King Jr. Hoover détestait profondément King, et il était déterminé à le faire tomber. Le FBI a espionné le leader des droits civiques pendant des années, installant des micros dans ses chambres d'hôtel, enregistrant ses conversations et tentant de l'intimider. Dans l'un des épisodes les plus sordides, le FBI a envoyé à King une lettre anonyme, l'encourageant à se suicider en menaçant de révéler des informations compromettantes. Mais COINTELPRO ne s'est pas arrêté là. Les Black Panthers, un groupe de défense des droits des Afro-Américains, ont également été visés. Les agents du FBI ont infiltré les rangs des Black Panthers, créé des divisions internes et semé la discorde entre les leaders. Ils ont même falsifié des lettres pour provoquer des querelles entre les membres. L'objectif était simple, diviser pour mieux régner. Et lorsque la division ne suffisait pas, des opérations plus musclées étaient mises en place. Des militants ont été arrêtés sur de fausses accusations, harcelés ou parfois même éliminés. L'une des opérations les plus notoires de COINTELPRO a été l'assassinat de Fred Hampton, un jeune leader des Black Panthers à Chicago. En 1969, le FBI a fourni un plan détaillé de son appartement à la police locale, qui a ensuite mené une descente violente. Hampton a été abattu dans son sommeil, un acte que beaucoup ont qualifié d'exécution.
Et ce n'était qu'un exemple parmi d'autres de la manière dont le FBI cherchait à éliminer physiquement les leaders charismatiques des mouvements qu'il considérait comme dangereux. Les féministes, les activistes amérindiens, les pacifistes, les socialistes, tous ont été surveillés et ciblés. Le FBI a utilisé toutes les tactiques possibles pour discréditer ces mouvements, de la désinformation à la calomnie, en passant par l'intimidation pure et simple. Pendant des années, personne n'a vraiment su ce qui se passait. Le FBI, avec ses ressources presque illimitées et son autorité, avait carte blanche pour agir dans l'ombre. Ce n'est qu'en 1971, lorsqu'un groupe d'activistes a cambriolé un bureau du FBI à Media, en Pennsylvanie, que l'existence de Cointelpro a été révélée. Les documents volés ont révélé l'ampleur des opérations de surveillance et de répression contre les mouvements sociaux. Les révélations sur Cointelpro ont été un choc pour l'opinion publique. Beaucoup ont découvert avec horreur que les institutions censées protéger les droits des citoyens les avaient activement attaquées. Les enquêtes du Congrès ont conduit à des réformes du FBI, mais le traumatisme de Cointelpro a laissé des cicatrices profondes dans la société américaine. Pour moi, cette histoire est un rappel brutal que même les démocraties peuvent basculer vers des pratiques autoritaires si le pouvoir est laissé sans surveillance. Et c'est une leçon précieuse sur la nécessité de toujours se méfier des structures de pouvoir, même celles que l'on pense bienveillantes. Je me souviens avoir entendu parler du massacre de Ma Ilé pour la première fois dans un documentaire sur la guerre du Vietnam, et je n'arrivais pas à comprendre comment une telle chose avait pu se produire. C'était en 1968, une époque où le Vietnam était un véritable bourbier pour les troupes américaines. Les soldats, envoyés à l'autre bout du monde, se retrouvaient face à une guérilla difficile à combattre, et la méfiance à l'égard de la population locale était omniprésente. Ma Ilé, c'est l'histoire d'un village vietnamien qui a vécu l'enfer en une seule journée. Ce matin-là, la compagnie Charlie, commandée par le lieutenant William Calley, reçoit l'ordre de mener une mission de recherche et destruction dans le village de Ma Ilé. On leur a dit que ce village abritait des combattants du Viet Cong, l'ennemi invisible. Les soldats étaient nerveux, épuisés, et baignés dans un climat de haine et de peur. Dès qu'ils sont arrivés dans le village, tout a basculé. Plutôt que de trouver des combattants armés, ils n'ont vu que des civils, des vieillards, des femmes, des enfants. Pourtant, les ordres donnés étaient clairs, détruire tout ce qui bougeait. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ce qui s'est passé ensuite défie l'imagination. Les soldats ont commencé à tirer sur tout le monde, sans distinction. Ils ont aligné des groupes de villageois et ont ouvert le feu, sans raison apparente. Les témoignages rapportent des actes de barbarie inimaginables, des viols, des mutilations et des exécutions sommaires. Environ 500 civils ont été massacrés ce jour-là. Certains soldats ont tenté d'arrêter le carnage, mais les cris et les balles couvraient tout. Un homme, Hugh Thompson, un pilote d'hélicoptère, a survolé le village et a vu ce qui se passait. Horrifié, il a atterri et a menacé d'ouvrir le feu sur ses propres camarades s'ils ne cessaient pas les tueries. Grâce à lui, des dizaines de villageois ont été sauvés, mais le mal était déjà fait. Le massacre aurait pu rester enfoui, comme tant d'autres atrocités commises pendant la guerre, mais un soldat, Ron Ridenour, a décidé de briser le silence. Il a écrit des lettres à des membres du Congrès et à de hauts responsables militaires, décrivant ce qu'il avait appris. Au début, personne ne voulait y croire. Mais face à la persistance de Ridenour, une enquête a été ouverte et les détails macabres ont fini par être révélés. Le scandale a éclaté aux États-Unis et dans le monde entier en 1969, lorsque les médias ont publié des photos et des récits de survivants. L'opinion publique américaine, déjà divisée sur la guerre, a été profondément choquée. William Calley, le lieutenant responsable, a été jugé et condamné à la prison à perpétuité, mais il n'a purgé que quelques années avant d'être libéré. Beaucoup de gens voyaient en lui un bouc émissaire pour couvrir les fautes des officiers supérieurs et de l'ensemble du système militaire. Cette histoire est, pour moi, un rappel des horreurs de la guerre et des effets dévastateurs de la déshumanisation. Elle montre à quel point des hommes ordinaires peuvent être poussés à commettre l'impensable lorsqu'ils sont placés dans des situations extrêmes, alimentées par la peur et la haine. Cela m'a aussi fait réfléchir sur le rôle des lanceurs d'alerte et des journalistes, qui se battent souvent contre un mur d'indifférence et de silence pour faire éclater la vérité.
Parmi toutes les histoires secrètes et scandales politiques que j'ai lus, l'affaire Iran-Contra reste l'un des plus déroutants et des plus complexes. C'est une histoire d'alliances contradictoires, de mensonges d'État et de combines secrètes à un niveau international. C'était dans les années 1980, sous l'administration Reagan, en pleine guerre froide, et les États-Unis étaient obsédés par deux choses, la lutte contre le communisme et leur influence au Moyen-Orient. Tout a commencé avec une interdiction claire du Congrès américain de fournir de l'aide au Contra, une milice antisandiniste qui combattait le gouvernement communiste au Nicaragua. Ce groupe rebelle, souvent accusé de violation des droits humains, était considéré par l'administration Reagan comme un rempart contre l'expansion communiste en Amérique latine. Mais avec l'amendement Boland, le Congrès avait interdit tout financement direct à ces milices. Reagan, cependant, refusait d'accepter ce refus. C'est alors que l'idée d'un plan créatif a germé parmi les conseillers de la Maison-Blanche et la CIA. Dans un autre coin du globe, les relations entre les États-Unis et l'Iran étaient au plus bas. Depuis la révolution de 1979, l'Iran était devenu un État paria, et la prise d'otage à l'ambassade américaine de Téhéran avait marqué les esprits. Pourtant, à la surprise générale, certains responsables américains ont imaginé qu'ils pourraient tendre la main à l'Iran. Leur idée ? Vendre secrètement des armes à l'Iran en échange de l'aide de Téhéran pour obtenir la libération de plusieurs otages américains détenus par des groupes liés à l'Iran au Liban. La stratégie était double, d'un côté, fournir des armes à un État officiellement ennemi, et de l'autre, utiliser les profits de ces ventes pour financer secrètement les contrats au Nicaragua. Tout cela se déroulait dans l'ombre, loin des regards du Congrès et de l'opinion publique. Le lieutenant-colonel Oliver North, membre du Conseil de sécurité nationale, est rapidement devenu l'un des rouages essentiels de cette machination. Des livraisons d'armes étaient organisées par des circuits détournés, et l'argent des ventes finançait l'achat d'armes et l'entraînement des contrats. Tout semblait fonctionner, jusqu'à ce que le scandale éclate en 1986. La presse libanaise a révélé l'existence des ventes d'armes à l'Iran, et les investigations se sont enchaînées. Peu à peu, les liens avec les contrats ont été dévoilés, exposant les mensonges et les manipulations de l'administration Reagan. Une tempête médiatique et politique s'est abattue sur Washington. Oliver North a été pris comme le bouc émissaire principal, mais il n'était pas le seul impliqué. Lors des auditions télévisées, il est apparu comme un patriote dévoué, prêt à tout pour protéger les intérêts des États-Unis. Ces déclarations ont marqué les esprits, mais elles ont aussi exposé l'ampleur des manipulations au sommet de l'État. Ce qui est fascinant dans cette affaire, c'est la dualité des opérations, négociées secrètement avec un État ennemi tout en finançant une milice brutale. L'opinion publique américaine a été profondément choquée par cette duplicité. Le président Reagan a nié avoir eu connaissance des détails de l'opération, mais beaucoup ont eu du mal à croire qu'une telle manœuvre ait pu se faire sans sa bénédiction. Plusieurs responsables ont été inculpés, mais beaucoup ont vu leur peine réduite ou annulée après un long processus judiciaire. Au-delà des mensonges et des trahisons politiques, l'affaire Iran-Contra est un symbole des méandres de la politique étrangère américaine, où des principes moraux sont sacrifiés sur l'autel de la lutte idéologique. Cette histoire montre comment des dirigeants peuvent être prêts à contourner les lois pour poursuivre des objectifs stratégiques, même au risque de déstabiliser leur propre système politique. L'histoire de l'opération Chaos est l'un de ces récits où la réalité dépasse presque la fiction. C'est une période de l'histoire des États-Unis où la CIA, censée opérer à l'étranger, a commencé à surveiller ses propres citoyens. Et tout cela s'est déroulé pendant les tumultueuses années 60 et 70, une époque où l'Amérique était en proie à des mouvements sociaux massifs, de la lutte pour les droits civiques à la contestation contre la guerre du Vietnam. En 1967, sous la pression croissante de l'administration Johnson, la CIA met en place l'opération Chaos. L'idée de départ était simple, surveiller les groupes anti-guerre et s'assurer qu'ils n'étaient pas manipulés par des puissances étrangères, notamment les soviétiques. Pour les responsables de l'agence, il était impensable que l'opposition à la guerre puisse être un mouvement purement américain. Ils cherchaient donc à prouver que des agents soviétiques ou vietnamiens tiraient les ficelles. Mais très vite, l'opération a pris une ampleur bien plus large. Chaos s'est transformé en une vaste campagne de surveillance et de collecte d'informations, non seulement sur les activistes anti-guerre, mais aussi sur les mouvements pour les droits civiques, les étudiants contestataires, les organisations féministes et bien d'autres.
La CIA a infiltré des groupes, intercepté des courriers, et même mis sur écoute des personnalités influentes. La ligne entre sécurité nationale et espionnage interne était complètement floue. L'un des aspects les plus troublants de cette opération, c'est l'ampleur des fichiers créés par la CIA. Des milliers de citoyens américains étaient fichés, leurs opinions politiques, leurs fréquentations, tout était consigné dans des rapports détaillés. La CIA se préoccupait même des artistes et des intellectuels qui critiquaient la politique gouvernementale. Le programme a duré plusieurs années, s'étendant jusqu'en 1974. À cette époque, les mouvements de contestation étaient en plein essor, et les responsables de l'agence estimaient qu'ils constituaient une menace à la sécurité nationale. Ce qui est frappant, c'est que cette surveillance n'a produit aucune preuve solide de manipulation étrangère. Les rapports accumulés étaient souvent des compilations d'opinions et de rumeurs, plutôt que des preuves tangibles d'un complot international. Mais cela n'a pas empêché l'opération de se poursuivre, et les agents de la CIA ont continué à agir dans l'ombre, sans rendre de compte à personne. L'existence de l'opération Chaos a été révélée au grand public grâce aux enquêtes du Congrès dans les années 1970. Lorsque les détails sont sortis, l'indignation était palpable. Comment une agence censée se consacrer aux affaires extérieures avait-elle pu s'en prendre à des citoyens américains, simplement parce qu'ils exprimaient leur désaccord? Les commissions Church et Pike ont mis en lumière cette dérive inquiétante, et l'opération a pris fin sous la pression de l'opinion publique. Je me souviens avoir découvert l'opération Mockingbird presque par hasard, en lisant un livre sur les méthodes de manipulation de l'information durant la guerre froide. C'est un peu comme si, en plein cœur des années 1950, les États-Unis avaient décidé de créer une véritable machine à contrôler les médias, pour modeler l'opinion publique américaine et internationale. En gros, l'opération Mockingbird était une opération clandestine de la CIA, visant à infiltrer les grandes rédactions de presse et à manipuler le contenu médiatique en faveur des intérêts américains. Tout commence après la Seconde Guerre mondiale, dans une atmosphère de paranoïa grandissante vis-à-vis de l'Union soviétique et de la montée du communisme. Pour les dirigeants américains, il était essentiel de gagner la bataille des esprits, et pas seulement celle des armées. La CIA, nouvellement créée en 1947, a vu dans les médias un outil puissant pour influencer l'opinion publique et contrebalancer la propagande soviétique. C'est là qu'intervient Frank Wisner, l'un des responsables de la CIA, qui lance ce qu'il appelait alors le ministère de la vérité. Wisner et son équipe ont recruté des journalistes influents, des rédacteurs en chef et des patrons de presse, en leur offrant argent et informations exclusives. Leur mission ? Publier des articles favorables aux intérêts américains, dénigrer les régimes communistes et diffuser des informations positives sur les actions du gouvernement des États-Unis. Parmi les journaux impliqués, on retrouvait des géants de l'époque comme le New York Times, le Washington Post ou encore le Time. La CIA finançait également des publications indépendantes, en Europe et en Amérique latine, qui n'étaient en réalité que des outils de propagande déguisés. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment l'opération Mockingbird a touché toutes les sphères de la société. Même Hollywood a été mis à contribution. Des scénarios de films étaient adaptés pour véhiculer des messages anticommunistes subtils. Des journalistes en vue, parfois sans même savoir qu'ils servaient de pions, recevaient des informations sélectionnées ou étaient invités à des dîners discrets où ils se laissaient influencer par des agents de la CIA. Mais ce n'est pas tout. La CIA ne se contentait pas de diffuser des informations, elle s'employait aussi à discréditer des personnes et des mouvements perçus comme des menaces. Les défenseurs des droits civiques, les opposants à la guerre du Vietnam ou encore les intellectuels critiques de la politique américaine à l'étranger ont été pris pour cible. Des articles et des reportages diffamatoires étaient publiés pour miner leur crédibilité. Ce qui est le plus effrayant, c'est que tout cela est resté totalement secret pendant des décennies. L'existence de l'opération Mockingbird n'a été suggérée que bien plus tard, dans les années 1970, lorsque des enquêtes du Congrès ont commencé à mettre en lumière les agissements de la CIA. Les commissions Church et Pike ont dévoilé l'étendue des manipulations de l'agence, mais même à ce moment-là, beaucoup des détails spécifiques sont restés enfouis. L'affaire Watergate, c'est sans doute l'un des plus grands scandales politiques de l'histoire des États-Unis. C'est une histoire de paranoïa, de pouvoir et de mensonges,
qui a conduit à la première et seule démission d'un président américain. Richard Nixon, en quête de sa réélection en 1972, était obsédé par l'idée de surveiller ses opposants. Et c'est cette obsession qui l'a conduit, indirectement, à sa perte. Tout commence dans les bureaux du Parti démocrate, situé dans un immeuble appelé le Watergate, à Washington. Une nuit de juin 1972, des cambrioleurs sont arrêtés à l'intérieur des locaux. Ces hommes avaient tenté de placer des dispositifs d'écoute pour espionner les conversations des stratèges démocrates. Jusque-là, cela ressemblait à un cambriolage banal, mais des détails troublants ont rapidement émergé. Parmi les objets retrouvés sur les suspects se trouvaient des documents liant ces hommes à l'administration Nixon. Les journalistes Bob Woodward et Carl Bernstein, du Washington Post, ont flairé quelque chose de louche et ont commencé à enquêter. Petit à petit, ils ont mis à jour un système complexe d'espionnage et de sabotage politique, orchestré par des membres de l'équipe de campagne de Nixon. C'était déjà un scandale en soi, mais ce n'était que la partie visible de l'iceberg. Le point de bascule, c'est lorsqu'il est révélé que Nixon avait un système d'enregistrement secret dans le bureau ovale, capturant toutes les conversations. L'existence de ces enregistrements a été un tournant majeur. L'opposition a immédiatement demandé l'accès aux bandes, mais Nixon a tenté de les retenir, invoquant le principe du privilège exécutif. La tension était à son comble. En 1973, une série d'auditions publiques a captivé l'Amérique. Les membres de l'administration défilaient devant le Congrès, certains confessant avoir été impliqués dans des activités illégales, d'autres tentant désespérément de protéger le président. Mais lorsque les bandes ont finalement été remises, elles ont révélé l'implication directe de Nixon dans les efforts pour couvrir le scandale. Des discussions où le président ordonne des actions pour entraver l'enquête et protéger ses hommes. Le pays tout entier était choqué. En août 1974, face à une pression insoutenable, Richard Nixon fait une annonce historique. Il démissionne de la présidence des États-Unis, une première dans l'histoire du pays. C'est son vice-président, Gerald Ford, qui prend les rênes, et l'une de ses premières actions est de gracier Nixon pour toutes les infractions qu'il aurait pu commettre. Ce geste a suscité une vive controverse, laissant un goût amer à beaucoup de citoyens. L'histoire de l'opération Gold est comme sortie tout droit d'un roman d'espionnage. C'était les années 1950, en pleine guerre froide, lorsque les tensions entre les États-Unis et l'Union soviétique étaient à leur paroxysme. À cette époque, Berlin était une ville divisée, coupée en deux par une frontière invisible entre les communistes et l'Ouest capitaliste. C'était le terrain de jeu idéal pour les espions, un lieu où les services de renseignement américains et soviétiques s'affrontaient dans l'ombre. L'opération Gold, c'était une idée audacieuse de la CIA, en collaboration avec les services de renseignement britanniques, le MI6. Leur objectif ? Creuser un tunnel sous Berlin-Est pour intercepter les communications téléphoniques soviétiques. L'idée était simple, mais géniale, construire un long tunnel souterrain qui relierait Berlin-Ouest à une ligne de communication stratégique utilisée par les soviétiques et les services de renseignement est-allemands. De là, les Américains pourraient écouter des conversations militaires et politiques cruciales. La construction du tunnel a été une prouesse technique. Pendant des mois, des ingénieurs de la CIA ont travaillé en secret, creusant sous la frontière sans attirer l'attention. Ils ont construit un tunnel de 450 mètres de long, équipé de dispositifs d'écoute sophistiqués pour l'époque. Chaque détail a été planifié avec une précision extrême, et lorsque le tunnel a été achevé, les agents américains ont commencé à écouter des milliers de conversations. Pendant près d'un an, l'opération Gold a semblé être un succès total. Les Américains interceptaient des communications militaires de haut niveau, des conversations sur la politique du bloc soviétique et des discussions entre responsables est-allemands. C'était une mine d'informations pour la CIA, et l'opération a été saluée en interne comme l'un des coups les plus audacieux de l'espionnage occidental. Mais il y avait un problème, les soviétiques savaient tout depuis le début. En fait, l'opération avait été trahie avant même son lancement par un agent double, George Blake, un espion britannique travaillant en secret pour le KGB. Dès le moment où Blake avait appris le projet, il avait transmis l'information à ses supérieurs soviétiques. Plutôt que de détruire le tunnel ou de saboter l'opération, les soviétiques avaient choisi de laisser les Américains poursuivre, tout en fournissant délibérément de fausses informations sur leurs lignes de communication.
Ils ont ainsi pu contrôler ce que les Américains interceptaient, leur offrant parfois de véritables informations pour brouiller les pistes. Après plusieurs mois de surveillance, les Soviétiques ont fini par faire une descente dans le tunnel, prétendant avoir découvert l'intrusion par hasard. La CIA et le MI6 étaient sous le choc. Ce qui avait été présenté comme un coup de maître s'était transformé en une leçon humiliante sur les risques de l'espionnage et de la trahison. L'opération Gold reste un épisode fascinant de la guerre froide, où des décisions prises dans des bureaux feutrés pouvaient avoir des répercussions monumentales sur le terrain. Elle montre à quel point le jeu de l'espionnage était complexe et dangereux, avec des enjeux qui allaient bien au-delà des simples informations interceptées. Pour moi, cette histoire est un rappel du côté à double tranchant de l'espionnage. Même les meilleurs plans peuvent être sabotés par une seule fuite, et même les opérations les plus audacieuses peuvent finir par être une illusion contrôlée par l'ennemi. L'opération Charlie est un épisode sombre et complexe des relations entre les États-Unis et l'Amérique latine, une de ces opérations où les lignes morales ont été franchies au nom de la lutte contre le communisme. J'ai lu à son sujet dans un livre qui traitait des dictatures militaires en Amérique du Sud, et l'ampleur de ce programme secret m'a vraiment marqué. Cela se passe dans les années 70 et 80, une période de guerre civile, de révolution et de régimes autoritaires. Les États-Unis, préoccupés par l'expansion du communisme sur le continent, ont décidé de passer à l'action. L'opération Charlie était une initiative secrète qui voyait l'Argentine, avec l'appui des États-Unis, jouer un rôle central dans la formation de militaires et de forces de sécurité dans des pays comme le Salvador, le Guatemala et le Honduras. L'idée de départ était de fournir une aide logistique et des techniques de contre-insurrection à ces gouvernements qui combattaient des guérillas communistes et des mouvements révolutionnaires. Mais rapidement, l'opération a pris une tournure beaucoup plus brutale. L'Argentine, qui à l'époque vivait sous une dictature militaire, possédait une expertise inégalée en matière de répression politique. Les militaires argentins avaient perfectionné des méthodes de torture, de disparition forcée et d'exécution sommaire pendant ce qu'on appelait la « guerre sale ». Et c'est cette expertise qu'ils ont exportée en Amérique centrale avec l'opération Charlie. Les forces armées argentines ont formé les militaires locaux aux techniques de renseignement, de répression des opposants politiques et d'action paramilitaire. La CIA, bien entendu, était pleinement au courant et soutenait cette initiative, fournissant un financement, des équipements et des renseignements. C'était la période de la doctrine de la sécurité nationale, où tout opposant politique était vu comme une menace potentielle, un subversif à éliminer. Et les États-Unis, après avoir tiré les leçons de leur propre expérience de contre-insurrection au Vietnam, ont encouragé ces dictatures à employer des méthodes de guerre totale contre l'ennemi intérieur. Les conséquences de l'opération Charlie ont été dévastatrices. Au Salvador, par exemple, des escadrons de la mort ont été responsables de la disparition et de l'assassinat de milliers de civils accusés de sympathie pour la guérilla. Les massacres dans des villages, les tortures systématiques dans les prisons, les disparitions forcées de syndicalistes, d'étudiants et de prêtres militants, tout cela faisait partie du quotidien dans ces pays déchirés par la guerre. Ce qui était présenté comme une lutte contre l'insurrection est rapidement devenu une campagne de terreur contre des populations civiles entières. Au Guatemala, les forces armées entraînées ont mené une véritable campagne de génocide contre les communautés indigènes accusées de soutenir la guérilla. Des milliers de villageois ont été massacrés, leurs terres brûlées, leurs familles décimées. Et ces crimes ont été largement passés sous silence pendant des années, protégés par l'ombre de la guerre froide et la peur du communisme. L'opération Charlie a laissé des cicatrices profondes en Amérique latine. Elle montre comment des politiques étrangères basées sur la peur et l'idéologie peuvent encourager des régimes brutaux à mener des campagnes de terreur contre leurs propres citoyens. Ce qui est encore plus choquant, c'est de voir à quel point ces politiques ont été soutenues et financées par des puissances étrangères, au nom d'un équilibre stratégique et de la lutte contre une idéologie perçue comme une menace. En lisant ces récits de survivants et d'anciens militaires, j'ai réalisé à quel point les décisions prises dans des bureaux de Washington ou de Buenos Aires pouvaient affecter des vies à des milliers de kilomètres. Et c'est un rappel puissant que la guerre contre le communisme, comme tant d'autres guerres idéologiques, a souvent laissé des victimes innocentes et des cicatrices indélébiles sur les nations et les familles. L'histoire de l'opération Fast and Furious,
ce n'est pas seulement une erreur administrative, c'est un véritable fiasco, un exemple frappant de ce qui peut arriver quand les autorités se perdent dans leur propre stratégie. J'ai entendu parler de cette opération pour la première fois lors d'une émission télévisée où des agents racontaient à quel point la situation leur avait échappé. Tout commence en 2006. À cette époque, la violence des cartels mexicains est à son apogée. Les États-Unis, particulièrement le bureau de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs, cherchent désespérément à trouver une solution pour endiguer le trafic d'armes qui alimente cette violence. Leur idée ? Suivre les filières de contrebande d'armes, remonter jusqu'au cartel et ainsi démanteler les réseaux criminels. C'est là que le plan Fast and Furious prend forme. Plutôt que d'intercepter directement les ventes illégales d'armes aux États-Unis, l'ATF décide de laisser passer des centaines de fusils, notamment des fusils d'assaut, vers le Mexique. L'idée était que les agents pourraient surveiller ces armes et découvrir vers quel cartel elles étaient acheminées. Cela aurait pu fonctionner en théorie, mais en réalité, les agents ont rapidement perdu le contrôle. Les armes passaient la frontière sans être suivies correctement, et les cartels mexicains, qui n'avaient pas attendu l'opération pour se fournir, n'ont fait qu'augmenter leur arsenal. En 2 ans, plus de 2000 armes ont été vendues, sans surveillance efficace. L'ATF croyait avoir le temps d'identifier les responsables, de remonter les filières et d'accumuler suffisamment de preuves pour frapper un grand coup. Mais la réalité a été tout autre. En 2010, l'opération Fast and Furious prend une tournure tragique lorsqu'un agent de la patrouille frontalière américaine, Brian Terry, est tué lors d'une mission. Les enquêteurs découvrent avec horreur que l'arme qui l'a tué faisait partie de celle passée en contrebande dans le cadre de l'opération. Cet incident a mis en lumière l'ampleur de la débâcle. Les armes ne s'étaient pas seulement retrouvées entre les mains des criminels, mais elles avaient été utilisées pour commettre des meurtres, tant au Mexique qu'aux États-Unis. Face à l'indignation publique et médiatique, le gouvernement a été contraint de reconnaître l'échec cuisant de l'opération. Des enquêtes ont été menées, des agents de l'ATF ont été appelés à témoigner devant le Congrès, et les révélations sur l'ampleur de la perte de contrôle ont été accablantes. Le procureur général, Eric Holder, a été mis sur le grill par les parlementaires, accusé d'avoir couvert l'opération et d'avoir permis cette catastrophe. Au Mexique, l'affaire a provoqué une vague de colère et de méfiance envers les autorités américaines. Les cartels, déjà bien armés, avaient maintenant à leur disposition des centaines de fusils d'assaut supplémentaires, et la violence n'a fait qu'empirer. Les familles des victimes, des 2 côtés de la frontière, ont exprimé leur colère face à cette opération qui, au lieu de démanteler les réseaux criminels, n'a fait que les renforcer. Pour moi, l'histoire de l'opération Fast and Furious est un rappel que, parfois, les meilleures intentions peuvent avoir les pires conséquences. C'est aussi une leçon sur l'importance de la responsabilité et de la transparence dans les actions des gouvernements, surtout lorsqu'il s'agit de stratégies risquées. En laissant passer des armes entre les mains des cartels, l'ATF a non seulement échoué à résoudre le problème, mais a aussi contribué à l'aggraver de manière tragique. L'histoire des expériences de Tuskegee est l'une des plus sombres que j'ai jamais entendues, et elle montre à quel point un système peut déshumaniser des individus sous le couvert de la science. Tout commence en 1932, au cœur de l'Alabama, où le service de santé publique des États-Unis décide de mener une étude sur la syphilis. L'objectif officiel était de suivre l'évolution naturelle de la maladie, mais il y a un problème majeur, les chercheurs choisissent de ne pas traiter les participants, même lorsque des traitements efficaces deviennent disponibles. À Tuskegee, une petite ville avec une forte communauté afro-américaine, les chercheurs recrutent 600 hommes noirs, dont 399 sont atteints de syphilis, sans même leur dire clairement de quoi il s'agit. On leur promet des soins médicaux gratuits pour ce qui est décrit vaguement comme des mauvais sangs. En réalité, il s'agit de les observer, sans leur apporter de traitement, pour voir comment la maladie évolue. Ils sont soumis à des examens réguliers, des prélèvements de sang, des autopsies à la fin, mais ils ne reçoivent pas le médicament crucial. Ce qui est profondément dérangeant, c'est que dans les années 1940, la pénicilline est découverte comme un traitement efficace contre la syphilis. Plutôt que d'inclure les participants de l'étude dans un programme de soins, les chercheurs choisissent de continuer l'expérience, comme si ces hommes n'étaient que des cobayes. Et cela va durer pendant 40 ans. Au fil des décennies, les conséquences sont dévastatrices.
Beaucoup de ces hommes tombent gravement malades, certains en meurent, et des dizaines de leurs femmes et enfants contractent la maladie par transmission. Ce qui rend l'affaire encore plus insupportable, c'est que les chercheurs savent exactement ce qu'ils font. Ils envoient même des lettres pour empêcher les participants d'accéder à des traitements par d'autres voies, en les isolant encore davantage. Le scandale n'éclate qu'en 1972, grâce à un dénonciateur anonyme au sein du service de santé publique. Un journaliste, Jean Heller, reçoit les informations et publie un article explosif. C'est le choc pour l'opinion publique, et pour cause, ce n'était pas simplement une question de négligence médicale, mais un choix délibéré de sacrifier des vies humaines pour des intérêts scientifiques biaisés par le racisme systémique. La nouvelle éclate comme une bombe, et le gouvernement est forcé de mettre fin à l'étude immédiatement. Des excuses officielles sont présentées des décennies plus tard, mais les dommages sont irréparables. Les victimes et leurs familles se voient accorder une compensation financière, mais le traumatisme persiste, ainsi qu'une méfiance profonde envers le système médical chez de nombreuses communautés afro-américaines. L'impact de Tuskegee va au-delà des chiffres et des faits, il a engendré une crise de confiance qui existe encore aujourd'hui, notamment en matière de santé publique. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.